Bonjour, c'est Juliette. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien surnaturel avec une amie dont je suis ravie de vous faire partager l'univers aujourd'hui. Katia Krabbe, créatrice du podcast Aujourd'hui écrivons demain, me rejoint au salon pour une discussion au coin du feu. Je suis désolée, il fait un petit peu frais. J'ai mon plaid sur les genoux. Pourtant, il fait pas hyper froid, mais bon, voilà. Je suis confortable. Je suis frileuse aussi, donc je comprends. Ok, bon, on y va. Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Bonjour Katia, merci de me rejoindre au manoir. Bienvenue. Donc je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cet entretien surnaturel, ton entretien surnaturel. Je viens juste d'ajouter dans le manoir justement un magnifique cabinet de curiosité dans lequel je vais demander à chacun de mes invités de venir déposer un objet qui les représente ou qui leur est cher. La dernière fois, Roman Fassarias Lacoste m'a gentiment déposé un tambour. Je vais faire un petit peu de place pour ton objet à toi. Donc toi, tu as choisi de déposer aujourd'hui cette très jolie petite statuette en métal de la Vierge Marie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi cet objet et qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Alors déjà, merci de m'avoir invitée dans ton manoir. Avec plaisir. Voilà, j'ai opté pour la petite Vierge. C'est pas un objet que j'ai avec moi depuis très longtemps puisque ça appartenait à ma grand-mère. Mm-hmm. Il se trouve que j'en ai deux et en fait, je les ai récupérés à son décès il y a 2 ans. Alors, je suis pas quelqu'un de croyant dans le sens religieux du terme, c'est-à-dire que j'ai des croyances et je crois en la vie après la vie, mais je sais pas pourquoi j'ai été appelée à récupérer cette petite statue de la Vierge qui fait quelques centimètres, elle fait 4-5 centimètres. Oui. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas, je sais qu'après le décès de ma grand-mère aussi, j'ai été appelée à porter le médaillon de la Vierge Marie. Enfin, tu sais, le médaillon qu'on a quand on est baptisé. Oui. Une médaille. Ouais. Donc il y a peut-être il y a peut-être quelque chose avec la Vierge Marie. c'est l'objet parce que c'est la Vierge Marie, parce que ça appartenait à ma grand-mère. Voilà. Pas beaucoup plus de raisons autres que peut-être une dimension affective aussi. Ouais. Bah écoute, c'est une belle raison et je suis honorée de la recevoir en tout cas. Avec plaisir. Donc on va apprendre à mieux te connaître du coup pour mes auditeurs qui puissent te découvrir un petit peu. Tu as exercé 17 ans en tant que gérontopsychologue. Tu vois, je ne savais même pas que le titre exact, c'était gérontopsychologue. Okay. En gériatrie et soins palliatifs. Tu as été brutalement rejetée en 2021 pendant la crise du Covid, qui a fait vraiment des dégâts dans le monde des soignants. Tu as fait partie justement des suspendus. Donc, ce sont ces médecins ou professionnels de santé qui n'ont pas accepté la vaccination imposée par les pouvoirs de santé. Ce qui t'a amené à perdre ton travail et qui a été un moment très douloureux et qui a chamboulé vraiment toute ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments que tu as traversés et en quoi ils ont marqué ta vie justement et changé ton point de vue sur le monde ? Alors, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à dire. Bah oui. Alors, événement douloureux, en effet, je pense que parfois, il y a encore des réminiscences, tu vois, même si ça fait 2 ans et demi que j'ai été même doublement suspendue puisque j'étais psychologue en établissement. Gérontopsychologue parce que c'est psychologue spécialisé en gérontologie. D'accord. Ouais. Voilà, pour la petite parenthèse, c'était en fait l'intitulé de ma spécialisation en dernière année. Alors ça a été un événement traumatique et en même temps un événement salvateur, c'est-à-dire que ça a été la libération aussi pour moi une fois que j'ai pu sortir de mes structures parce que j'ai vécu la maltraitance et la déshumanisation avec la crise Covid, c'est-à-dire que j'ai vu comme l'envers du décor le côté obscur de la force. Ouais. Si on prenait la bientraitance et la bienveillance, l'éthique dans nos pratiques avec des comités de pilotage et des réunions à tout va, et bien tout ça a volé en éclats en mars 2020 quand il a fallu mettre en place des mesures sanitaires abjectes où on a enfermer les résidents dans leur chambre. Alors quand je dis enfermer, pas avec des portes à clés, quoique peut-être que dans les services sécurisés en psychogériatrie, il a pu arriver qu'on les enferme ou peut-être qu'on les contentionne chimiquement. Mais voilà, les résidents n'avaient pas le droit de sortir de leur chambre, donc des chambres qui font même pas 20 mètres carrés. Pas de possibilité en salle à manger, de participer aux animations, de voir leur famille. C'est simple, je me souviens très bien du 12 mars où on a eu l'annonce où il a fallu fermer les structures.
J'en ai les frissons même quand je te parle parce que à ce moment-là, moi, j'étais prise aussi dans la peur et dans la panique de ce qui se passait et on nous répétait tellement qu'il fallait pas que ça rentre dans la structure que j'ai moi-même participé à tout ça sur les premiers temps. Mais bien sûr, c'est surtout que quand on a fermé l'établissement, on savait pas pour combien de temps. Et il a fallu appeler toutes les familles. Je nous vois encore appeler les 190 familles pour les prévenir que ils avaient interdiction de venir. Et en fait, au-delà du confinement, cette situation, elle a perduré des mois et des mois et des mois, voire même des années, j'ai envie de dire, puisque les visites étaient effectivement au parloir. C'est-à-dire que les familles ne venaient pas spontanément comme elles avaient envie. Elles devaient prendre rendez-vous sur un créneau défini, dans un endroit, on va dire, interstitiel, c'est-à-dire pas dans la chambre, mais dans un lieu commun, visible de tous, avec 2 mètres de distance qui séparait le résident de la famille. Parfois, les soignants présents pour surveiller ce qui se passait. Enfin, voilà, entre autres, ce qu'on a pu mettre en place sans que ça n'interpelle personne. Et voilà, plus tout le reste des mesures qu'on a pu avoir, des résidents qui sont morts de chagrin parce que pas accompagnés par leur famille. Ouais, perdus, comprenant rien de ce qui se passait. Mais complètement. Enfin, des familles parfois qui étaient présentes tous les jours. Je me rappelle très bien d'un monsieur qui était centenaire. Sa fille venait le voir tous les jours. Elle l'avait sorti de l'EHPAD où il était à Pau pour le rapprocher de chez elle ici dans le coin. Ouais. Elle venait tous les jours le voir, elle s'en occupait très très bien et du jour au lendemain, ça a été terminé. Et ce monsieur, il est mort de chagrin. Moi, je l'ai vu basculer dans un syndrome de glissement. Et je pense à une autre dame aussi que je voyais souvent en entretien, qui ne pouvait plus voir son mari et qui s'est comme laissé glisser en fait et qui est morte sans empêchée de pouvoir voir son mari. Donc tout ça, on n'en parle pas. Merci aussi de pouvoir me donner la parole par rapport à ça parce que pas d'oubli, je veux dire, il me semble qu'on a des leçons à tirer de ce qu'on a vécu quand même ces dernières années. Ouais. Et donc voilà, en fait, je sais pas si tu as envie que je t'en dise un peu plus ou pas, mais la suspension, ça a été pour moi, comme je dis, une libération parce qu'en fait, j'ai lutté vraiment de mars 2020 à août 2021 contre des mesures qui étaient inhumaines. Et dans l'impuissance à pouvoir faire quelque chose puisque la machine était en marche et sous couvert de protection et de sécurité, on pouvait effectivement tout mettre en œuvre. Et moi, pas en accord avec tout ça et pas OK pour me faire vacciner, il a fallu que je sorte de tout ça un peu manu militari, mais... j'ai fini en épuisement émotionnel. Ouais, mais ça m'étonne pas. Un tel traumatisme, c'est vraiment dur à encaisser. Après, ce qui est juste admirable, c'est que c'est moi en tout cas, c'est ce qui m'a marqué dans ton profil, ton parcours. C'est cette force en fait finalement que tu as trouvé de te relever et d'avancer et de pas te renfermer sur un côté très négatif et d'essayer d'en tirer justement le meilleur parti. Quelque part, tu pouvais pas agir dans la situation dans laquelle tu étais et t'étais pieds et mains liés et tu cautionnais pas ce qui se passait. Mais t'es pas resté, tu vois, dans le blocage en fait, puisque une fois que tu es sorti de là, alors tu me dis si je dis des bêtises, mais tu as donc du coup tu as créé une activité en fait autre, puisque il fallait que tu rebondisses et que tu évolues, et donc aujourd'hui tu es copywriter, biographe pour particuliers via une entreprise que tu as créée qui s'appelle Redaxilve. Et surtout, tu as créé aussi un podcast qui s'appelle Aujourd'hui écrivons demain, qui est un très beau podcast avec des très beaux portraits. Moi, j'adore. Franchement, là, je suis rentrée de Rennes et je l'ai écouté pendant 1 heure. C'est vrai. C'était un vrai bonheur. Oui. Je t'en remercie. Ouais, non, vraiment. Et donc, tu mets ta plume tous les jours au service d'entrepreneurs humanistes pour les sublimer. C'est ce que tu dis, c'est ton credo, pour leur donner la parole. Est-ce que tu peux nous dire d'où te vient justement cet intérêt pour l'autre et cette envie de partager les destins de ceux qui ont une approche différente et plus respectueuse du monde en fait? En réfléchissant un petit peu, je crois que j'ai toujours été une altruiste, que ce soit dans mes engagements professionnels ou extra-professionnels, tu vois, avec des expériences aussi de bénévolat. Dans mon métier de psychologue, j'étais amenée à écouter les histoires des résidents et des familles que j'accompagnais. Et souvent, je sollicitais les familles pour qu'elles me racontent l'histoire de leurs parents qui ne pouvaient pas toujours être en capacité de le faire. Et donc, j'étais déjà dans cette écoute-là et je leur donnais déjà la parole. Et mon travail, c'était aussi de faire valoir la singularité de leur parcours, tu vois, aux yeux des équipes, pour les accompagner au mieux, tu vois, pour les aider aussi à comprendre qui ils étaient, pourquoi peut-être est-ce qu'ils réagissaient comme ils réagissaient. Donc, je pense qu'il y a déjà cet élément-là
on a parlé de la suspension. Quand j'ai été suspendue, je me suis mise en quête en fait de recueillir des témoignages. Je voulais laisser une trace de ce que nous vivions depuis mars 2020 en me disant on est à un tournant de l'histoire, il se passe quelque chose qui n'est pour moi vraiment pas dans la normalité des choses et il faut écrire. Oui. Et donc j'ai questionné, je crois, en tout et pour tout une 40aine de personnes. Et donc j'ai interviewé, j'ai enregistré, j'ai retranscrit, j'ai créé un manuscrit à l'issue de tous ces témoignages et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de transcender ce traumatisme. Et en fait, au printemps 2022, là, j'ai vraiment commencé à me poser la question de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire parce que j'étais toujours suspendue, il n'y avait pas de perspective et d'issue à la situation. Moi, j'étais toujours pas décidée à me faire vacciner. Et j'avais autour de moi des entrepreneurs, des artistes, des poètes, des créateurs qui font parfaitement bien ce qu'ils font, mais qui ont des réseaux ou un site, mais bon, qui sont pas très à l'aise avec cette communication-là, tu vois, sur leur activité. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas utiliser toutes mes compétences de psychologue et ce que j'ai fait ces derniers mois dans le recueil de témoignages pour peut-être mettre ma plume à leur service, pour essayer de réfléchir à la création peut-être d'une activité pour être à mon compte et pour déployer cette activité autour de la rédaction. Et donc, en décembre 2022, je suis rentrée dans une coopérative à Tarnos. Donc, je suis rentrée avec la casquette de rédactrice, mais avec l'envie au fond de moi de créer un podcast. D'accord. Je me disais, c'est quand même dommage tous les témoignages que j'ai récoltés, qui sont, dont je ne vais que faire, si ce n'est de récupérer quelques extraits, tu vois. Et je voulais en fait partager les témoignages oraux que j'avais enregistrés, sauf que c'était de mauvaise qualité, puis c'était surtout pas le contrat de départ avec mes interviewés. Donc j'avais, tu vois, cette idée quand même du média audio et de pouvoir prendre la parole sur cet espace-là. Et en fait, au printemps 2023, j'ai tout remis à plat, j'ai redéterminé pour qui je voulais écrire, vraiment. Et donc, j'ai pris le parti de vouloir écrire pour, on va dire, les acteurs du Nouveau Monde. Alors, je les ai appelés comme ça parce que je savais pas trop comment les appeler autrement. Ouais. Tous ceux qui sont connectés au vivant, dans la préservation de l'humanité, de notre humanité, tu vois. Enfin, pour moi, c'est même la base. c'est presque, c'est remettre les choses à l'endroit. Donc pour toi, le Nouveau Monde, c'est une sorte de nouvelle société, une nouvelle forme de société quelque part ? En fait, il est déjà là. C'est-à-dire que quand je dis Nouveau Monde, c'est un espèce de pied de nez aussi. C'est-à-dire que je suis encore dans la dualité aussi volontairement avec le monde que j'ai quitté, on va dire, il y a 2 ans et demi maintenant, avec lequel je suis plus tout à fait raccord, tu vois, sur ce que devient la santé, l'accompagnement, l'éducation. Enfin, il y a tout un tas, de choses avec lesquelles je suis pas tout à fait en adéquation. Et pour moi, le monde tourne à l'envers et ne va pas dans une bonne direction, avec plutôt des décisions qui, pour moi, et j'emploie volontairement ce terme que j'ai déjà dit autrement dans une autre interview, dans la destruction du vivant. Pour moi, on est dans une dynamique qui est plutôt mortifère. Ouais. Et j'avais envie, en tout cas, d'aller dans le sens du vivant, de la vie. Et donc, j'ai utilisé Nouveau Monde pour rester encore un peu dans cette dualité. Mais en fait, le Nouveau Monde, il est déjà là. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'acteurs qui sont déjà en train d'œuvrer ou qui œuvrent déjà depuis des années dans une approche beaucoup plus respectueuse, éthique, équitable, et qui agissent avec bon sens, tu vois, que ce soit pour l'environnement, pour l'humain, pour le monde animalier, végétal. Il est temps qu'on leur donne une voix en plus à ces personnes-là, c'est sûr. Oui. Et puis autour de moi, parce que moi je suis dans le sud des Landes, il y a tellement de pépites que je me suis dit, mais il faut les mettre en lumière. Enfin, il faut porter son attention sur ce qu'il y a de beau dans la vie, parce que si on reste focalisé sur sa télévision, on est dans l'anxiété et dans la dépression. Enfin, je veux dire, on est dans la peur en permanence, alors que le monde, il est beau. Ouais. Comme dirait Alain Cailleux, enfin, le monde est beau, il y a de belles choses à voir et il faut aller les voir. Donc, l'idée, c'était ça, c'était de mettre un coup de projecteur sur toutes ces belles initiatives qui sont déjà là, en fait. Alors, tu as interviewé par exemple Fanny Couraud, qui est coach en psychologie positive. Très, très intéressant en fait, hein, son portrait. Elle apporte plein de choses aussi, justement en termes d'amener du positif dans sa vie, de se repositionner et de pas rester figé sur des schémas qui vont pas forcément dans le bon sens. Puis elle accompagne les jeunes surtout. Donc oui, elle a tout à fait. C'est ça qui est chouette. Ouais. Donc Iris, thérapeute énergétique chamanique. Et puis moi, celui vraiment qui m'a le plus touchée, je dirais, c'est ton interview de Geoffrey Seco.
Ok, ouais. Voilà, qui est musicien depuis, alors il disait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, parce qu'il a été vraiment. Depuis tout petit, depuis la première fois qu'il a touché un piano à 6-7 ans. Après, il a fait beaucoup de scènes. C'est plutôt ça que je voulais dire, musicien professionnel. Oui, pardon. Oui, dans le tout à sens, fait. voilà, il a fait des très grosses scènes avec des très gros artistes, autant en studio qu'en scène. Et il a décidé d'opérer un virage dans sa vie et de creuser son humanité, quelque part, et d'offrir quelque chose de différent. Et donc, il propose des concerts sous hypnose. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Des concerts sous hypnose ? Oui, ou de ta rencontre avec Geoffrey Seco ? Alors, je parle de synchronicité, moi. Ouais. C'est-à-dire que je l'ai rencontré sur un réseau social, sur Instagram, un réseau sur lequel j'étais depuis 10 ans. J'avais créé un compte, mais j'avais fait une publication. D'accord. En fait, c'est un réseau sur lequel je n'arrivais pas à aller. Je comprenais pas l'intérêt de ce réseau. Et depuis le mois de septembre, j'avais plein d'appels du pied, de l'univers, de rencontres que je faisais. Ah, mais moi, je suis que sur Insta. Pourquoi t'es pas sur Insta ? Ouais. Bon. Et je me suis dit, peut-être qu'il va falloir envisager d'y aller également pour le podcast. Et donc, j'ai réactivé mon compte et j'ai commencé à publier en story. Et un jour, je regarde qui avait regardé mes stories. Et donc, je découvre Geoffrey Seco. Et je me dis, mais on n'est pas connectés. Je comprends pas comment il a accès à ma story. Qui c'est ? Et donc, je regarde en fait qui est Geoffrey Seco. Et je vois qu'il est donc musicien professionnel et qui surtout propose des concerts sous hypnose. Et donc là, je me suis mise à écouter des extraits qui étaient disponibles sur son profil. Et là, mais j'ai une réaction, comme si mon âme en fait était profondément impactée par ce qu'elle entendait, puisque c'était il joue du saxophone, il est accompagné tantôt par un pianiste, un violoniste. Enfin, il y a les morceaux sont vraiment extraordinaires. Ouais. Et en fait, ni une ni deux, je regarde son site internet et là, je vois qu'il passe en concert à 20 minutes de chez moi dans les semaines qui viennent, quoi. Et donc, je me dis, mais c'est assez extraordinaire. Gros signe. Et en fait, je lui ai envoyé un message. Ah ouais, non, mais c'était, tu vois, genre fin décembre. Ouais. Non, mi-décembre peut-être. Et lui, il passait en concert là le 1er février, donc quelques semaines. Et donc je lui ai envoyé un message en lui disant tiens, comment je l'avais moi découvert et j'étais interpellée par ce qu'il proposait, et je lui ai demandé spontanément de participer à mon podcast, et ça a été un échange de mails, et 3 jours après on était connectés et on faisait l'interview. Donc une très jolie rencontre, voilà. Et j'ai l'impression d'avoir plein de synchronicités comme ça, ou de signes des rencontres qui se font assez naturellement, et des rencontres assez extraordinaires. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est tes choix d'invités, c'est en partie par des signes et de l'insynchronicité ? Il y a aussi de l'osmose avec les gens. Est-ce que tu partages quelque chose avec eux, en fait ? Oui, je pense qu'il y a aussi une sorte d'alchimie, c'est-à-dire que tous ceux à qui j'ai donné la parole pour le moment, ce sont pour la plupart des personnes que je connais, qui font partie de mon entourage, alors proches, parce que ça peut être des amis ou des gens que j'ai rencontrés plus fortuitement, ou des gens qu'on m'a recommandés. Mais en tout cas, à chaque fois, pour moi, il y a une connexion particulière. Pour autant, j'ai aussi des personnes qui m'ont connecté de l'extérieur, qui m'ont proposé de participer. Voilà. En tout cas, ce qui était important pour moi, c'est qu'il se passe aussi quelque chose dans la relation. Qui est une connexion, parce qu'on a pu me dire que ça pouvait se ressentir aussi dans les interviews, avec aussi une dimension humaniste assez forte, avec un parcours de vie peut-être aussi chevauché de de transformation, de résilience, avec des personnes qui ont peut-être entre guillemets baroudé, ou qui ont vécu des événements qui leur ont fait prendre conscience qu'il fallait qu'ils se posent la question de qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment faire de leur vie maintenant, et qui sont porteurs peut-être de messages, ou qui, vont en tout cas dans le sens de l'humain. En fait, il y a, c'est ce que j'essaie de mettre en mots grâce à toi dans un post que j'ai publié là, pour essayer de décrire comment est-ce que je choisis, parce que c'est assez intuitif aussi. Je me laisse aussi guider par ce que je ressens à la vue, ou quand j'entends, ou quand je vois, tu vois, quelqu'un qui pourrait être invité sur mon podcast. Alors c'est très subjectif aussi. Il y a quelque chose qui vibre, en fait. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie, tu sais, quand on se dit on est sur la même longueur d'onde. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu vois. Je vois bien. Donc c'est pas forcément facile à décrire, mais je sais que
peut-être parfois on parle de personnes, on me propose d'eux et j'ai une espèce d'hésitation je sais pas trop, je prends le temps pour le coup. Voilà, parce que je tiens aussi à garder une certaine ligne éditoriale aussi dans mon podcast. Donc après, ça reste ton espace à toi. Oui, tout à fait. tu les reçois dans ton espace à toi, donc effectivement, il faut que ça vibre avec toi et c'est ça. Oui. Et qu'ils soient en lien avec toi. Est-ce que du coup, alors outre le fait de choisir tes invités, parce que tu es plutôt une personne intuitive du coup, est-ce que ça t'a servi dans ta vie globalement? Bah écoute, la dernière grosse intuition que j'ai eue, on en a parlé au début, c'était en rapport avec ma suspension, c'est-à-dire que en début 2021, mes résidents dans les structures commençaient à se faire vacciner et les soignants avaient la possibilité de le faire. Donc c'était sur le volontariat. Et je sentais bien qu'à un moment donné, peut-être, ça allait pouvoir devenir obligatoire. Donc espèce d'intuition aussi en début d'année 2021. Pourtant, rien ne laissait présager ça. Et en fait, très instinctivement, très viscéralement, j'ai ressenti à l'intérieur de moi que ça me disait non. D'accord. Vraiment, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est fermé, qui m'a dit non, ne le fais pas. Et c'est un non que j'ai tenu jusqu'au bout parce que quand il a été question que ce soit obligatoire, en fait j'ai écouté ce que j'avais ressenti vraiment plus profond de moi. Et après il y a eu tout un tas de raisons aussi intellectuelles, plus rationalisées pour moi, qui ont fait que ça a conforté mon choix. Mais je crois que c'est la plus grosse intuition que j'ai eue, du moins que j'ai écoutée ces dernières années en tout cas. Et ouais. Et l'autre intuition, c'est celle d'avoir créé le podcast. C'est-à-dire que de la même manière, là, je sentais qu'il y a quelque chose qui me poussait à le faire. Je savais pas pourquoi, je savais pas, mais il fallait que je le fasse. C'était très bizarre comme sensation. C'est même difficile à décrire en fait. Quelque chose me disait vas-y quoi, vas-y fais-le, vas-y. Donc après, certains nomment l'intuition avec des termes comme guide ou c'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais oui. Effectivement, c'est quand même hyper important d'écouter ça et de pas le. On a tendance en fait à nous apprendre très tôt dans l'enfance à pas écouter ça, mais moi je sais que ça m'a guidée dans plein de situations dans ma vie, même dangereuses ou violentes aussi. J'ai eu des cas de voilà. C'est vrai que je suis une personne très intuitive et je comprends aussi. À quel point ça peut être intéressant et important en fait dans sa vie de suivre ça. Oui, même si à l'extérieur de toi, tout te fait croire ou te dit que tu es à contre-courant, que t'es pas rationnel. On m'a même dit, je me souviens, une collègue psychologue, t'es hors raisonnement. Parce que j'essayais de lui expliquer ce que je ressentais en moi et justement, j'arrivais pas à l'expliquer rationnellement en fait. Mais c'est vrai que... Mais tu peux pas, parce que c'est pas rationnel. Mais non. Mais c'est vrai, quand on a la capacité de se connecter comme ça à soi et de pouvoir entendre ça, même si au demeurant comme ça a l'air... ça paraît pas logique, ou tout le monde te dit mais ça va pas, et en fait si, c'est la bonne direction quoi. Donc après il y a dû avoir bien d'autres situations, mais là les deux plus importantes en tout cas ce sont celles-là, tu vois. Ouais. Qui ont quand même piloté des changements majeurs, hyper profonds dans ta vie quand même. Et j'ai envie de dire, pour moi en tout cas, malheureusement, l'histoire me donne raison aussi, tu vois, sur mon premier choix en tout cas. Pour le podcast, on verra à terme, mais sur le nom que j'ai posé il y a 2 ans et demi, je me dis que aujourd'hui j'ai bien eu raison d'avoir dit non, quoi. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de peut-être, parce que moi j'ai un peu focalisé sur Geoffrey Seco, mais peut-être que toi tu as envie aussi de mettre en avant peut-être d'autres de tes invités en particulier, je ne sais pas. Est-ce que tu veux faire un petit focus sur... Moi je vous invite à tous les écouter, ou du moins peut-être pas tous les écouter, peut-être pas, mais parce qu'il y a peut-être des thématiques ou même des... vous serez attiré peut-être par certains visages et moins par d'autres, mais peut-être de prendre le temps de regarder les descriptions pour voir s'il y en a qui nous appellent un peu, qui nous appellent un peu plus, mais peut-être pas tous les écouter, mais parce qu'ils ont tous quelque chose à raconter et à partager de leur expérience et de leur expertise aujourd'hui. Donc non, je crois après que c'est une histoire d'affinité, tu vois, sur peut-être quelqu'un sera plus attiré par tout ce qui est artistique avec Mandus, qui est dans l'art vibratoire, qui explique aussi comment il en est venu à assumer aussi pleinement ce qu'il fait aujourd'hui, comment il est devenu artiste parce qu'il l'a pas toujours été. C'est un exemple parmi d'autres, tu vois, mais
au Christelle Voisin, de la même manière qu'il a vécu aussi des choses qui l'ont obligé dans sa vie à se repositionner et à donner une nouvelle direction aussi. Et non, je crois que toutes les interviews valent le coup d'être entendues parce qu'elles abordent des thématiques différentes, même s'il y a des points communs. Oui. Sur comment chacun a pu se reconnecter à cette petite voix à l'intérieur de lui ou à ce qu'il voulait être quand il était petit, tu vois, c'est à redéfinir sa vie en fonction de ses besoins et de ce qui l'anime vraiment. Moi, je trouve que tu vois le point commun que j'ai pu trouver. Alors, je dois avouer que j'ai pas tout écouté encore, mais j'en ai écouté quand même pas mal. Je trouve que tu vois le côté espoir que ça donne, notamment peut-être à des personnes qui sont un peu bloquées dans leur vie ou qui osent pas changer de voie. Elles savent qu'elles sont au bout d'un truc, mais c'est trop lourd, elles savent pas comment faire. Ou dans un burn-out, ou dans un épuisement, ou enfin, tu vois, qui ont cette petite voix au fond d'elles, mais qu'elles écoutent pas ou qu'elles osent pas écouter. En fait, je trouve que tous ont un peu ce point commun-là, c'est d'avoir écouté cette voix qui leur disait, mais suis ton instinct, suis ton intuition, fais quelque chose. Ouais, et je trouve que ça guide en fait, c'est globalement. Oui, mais tu as raison, c'est un point commun entre tous, parce que ils ont tous évolué sur le plan personnel et professionnel. Ils ont cheminé, ils ont vécu des expériences, parfois de mort imminente, ou d'accidents vraiment de santé importants. Ils ont frôlé la mort pour certains, donc oui, je crois qu'il y a vraiment effectivement ce point commun. Et de reprendre ce qu'on appelle souvent sa souveraineté, tu vois, de pouvoir aussi décider pour soi de ce qu'on souhaite avoir dans sa vie et de créer aussi la vie qu'on a envie d'avoir. Oui, en ce sens, je pense que ça permet effectivement de donner espoir et de se rendre compte qu'on est tous en capacité de pouvoir faire ça. Avec des exemples d'autres personnes qui, voilà, ça peut toujours donner plein d'idées en fait. Moi, je sais qu'il y a eu de très belles expériences, des auditeurs qui ont écouté certains épisodes et qui ont eu une telle résonance. Et de dire mais moi je veux aller voir tel thérapeute parce que je veux vivre la transformation qu'elle a vécue et moi aussi je veux vivre ça et moi aussi donc il y a eu vraiment comme des rencontres pas mystiques mais des révélations quoi à l'écoute. Ouais. C'est beau. Cette importance que tu peux avoir du coup. Du coup, en préparant cette interview, tu me disais que le monde de l'invisible et du surnaturel a fait partie de ta vie assez tôt. Ça a été le cas particulièrement, je crois, quand tu avais justement travaillé en soins palliatifs. Donc moi, je te disais effectivement, de mon côté, je suis très empathe. Je suis très dans le sentiment et de le partage d'émotions avec l'autre. Et du coup, voilà, personnellement, j'ai eu un de mes proches aussi qui était parti en soins palliatifs, voilà. Et rien que le fait de pénétrer dans le service, j'ai ce souvenir de chape de plomb qui te tombe tu vois, autant d'émotionnel que d'énergie que globalement. Mais j'étais juste de passage, quoi. Donc, est-ce que toi, tu peux nous parler de ça, et de peut-être cette sensation de frontière fine entre la vie et la mort, peut-être que tu as pu ressentir là-bas? Alors j'ai essayé de réfléchir à nouveau à tout ça puisque tu m'avais gentiment donné les questions préalables pour que je puisse aussi réfléchir. Juste de manière générale, je crois que ça a toujours fait partie de ma vie, c'est-à-dire qu'on en a toujours parlé très ouvertement dans ma famille. Tu vois, tu parles de phénomènes surnaturels dans ton podcast et je crois qu'il y a toujours eu ces phénomènes-là, tu vois, dans les appartements, les maisons où on a vécu, que ce soit, tu vois, moi, ma mère, mon père, mes grands-parents, mon oncle, il y a toujours eu des phénomènes comme ça un peu particuliers et on a toujours parlé, j'ai toujours entendu parler qu'il pouvait y avoir, alors je sais plus trop à ce moment-là comment est-ce qu'on en parlait, tu vois, c'était en termes d'entité, d'énergie, de présence d'esprit, de fantôme, mais en tout cas j'ai toujours une notion que c'était là. Et je crois que moi, dès toute petite aussi, j'ai vécu des choses très difficiles et on m'a libérée aussi de certaines énergies, on m'a raconté ce que je me souviens pas, mais en tout cas, voilà, c'était très présent depuis toujours. Ma mère était aussi une grande friande de ce genre de lecture et donc pour moi c'était quelque chose qui était tout à fait normal. Et après effectivement c'est quand j'ai commencé à travailler en gériatrie et particulièrement en soins palliatifs où j'ai eu le sentiment de me connecter à des au monde de l'invisible en vivant des événements bizarres. Là aussi difficilement descriptibles, rationnellement aussi c'est difficile de dire ce que c'était mais
sensation de présence, sensation de, tu vois, de frissons, de froid, des portes qui claquent, des courants d'air. J'ai une situation en palliatif d'un monsieur qui avait une quarantaine d'années qui ne voulait absolument pas quitter ce monde, et sa compagne avec qui il était vraiment en fusion, ils avaient une relation tous les deux de dépendance très importante, elle non plus ne pouvait pas envisager qu'il puisse mourir, et on avait très peur du jour où ça allait arriver, parce que ça allait arriver au vu de l'avancée de sa maladie. Manque de peau, ce jour-là, quand c'est arrivé, j'étais présente, et en fait, on m'appelle en prenant mon service à 9h, je me rappelle très bien de son nom et son prénom, on va dire qu'il s'appelle David. Il est décédé. Et est-ce que vous pouvez venir parce que sa compagne va arriver, et en fait, le drame est arrivé, effectivement, elle s'est effondrée dans la chambre, et en fait, elle s'est collée à lui sur le lit, sans pouvoir le quitter, et on a réussi à négocier à ce qu'elle puisse, le quitter en fin de journée. Enfin, on a négocié avec les pompes funèbres. Bon, bref, elle a passé toute la journée près de lui. Et quand en fin de journée, les pompes funèbres sont venues le chercher, que la chambre était vide, moi, j'ai eu besoin d'aller dans cette chambre pour comprendre aussi que c'était terminé, que voilà, je pouvais désinvestir cet accompagnement-là pour réinvestir peut-être le prochain. Et là, je me souviens très bien d'avoir été traversée par un frisson, quelque chose de glacial. Et les portes ont claqué. Il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Et je me souviens très bien, en retour en voiture, je répétais sans arrêt, David, il faut partir. David, il faut me laisser. J'avais la sensation qu'il était déjà là avec moi. Et en fait, pendant plusieurs jours, j'ai vécu des choses très bizarres. C'est-à-dire que ça a été du cauchemar la nuit, où j'avais l'impression que quelqu'un me tirait par les pieds et me sortait du lit, mais il m'emmenait dans quelque chose d'extrêmement sombre. J'ai eu en méditation son prénom qui se manifestait à moi. J'ai eu plein d'épisodes comme ça, où j'ai vraiment eu la sensation qu'il était là encore avec moi, en fait. C'est-à-dire que son corps était parti, mais son âme était encore là. Et j'ai été voir quelqu'un qui m'a aidé effectivement à me libérer de son entité. Et j'ai vécu plein d'épisodes comme ça, en fait. Alors, bien sûr, on peut donner l'interprétation que l'on veut. Porte qui claque, il y avait un courant d'air. Enfin, tu vois, on peut tout expliquer, rationnellement peut-être, mais il n'empêche qu'il y a eu des choses quand même assez troublantes. Et j'en ai vécu plein, ou des patients qui pouvaient témoigner, tu vois, des hallucinations qu'ils avaient à la fin de leur vie. Et ça, je comprenais que quand ils commençaient à me dire qu'ils voyaient des défunts apparaître, c'est que très rapidement, ils allaient mourir, et ça ne manquait pas, en fait. Et je sais qu'ils m'en parlaient très librement parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas jugés avec moi, et que moi, je leur donnerais pas de médicaments pour faire taire ces hallucinations, parce que c'était immédiatement psychiatrisé, tu vois, par les médecins du service. Parce que pour eux, c'était hallucination, neuroleptique, et puis il fallait couper ça. Or, y a des psychiatres qui ont travaillé dessus, le docteur Fauré notamment, et qui reconnaît qu'il y a des phénomènes hallucinatoires en fin de vie, de vision de défunts qui viennent comme les chercher. On est dans une phase. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, en tout cas. Donc tu vois, c'était beaucoup de perceptions, en tout cas partagées par les patients. Et ensuite, c'était moi beaucoup de perceptions extrasensorielles dans le service et chez moi, où j'ai eu aussi beaucoup de phénomènes électriques. Même EDF n'arrivait pas à expliquer ce qui se passait, ou des choses que j'ai pu voir. Du coup, je te raconte tout ça. Mais tu vois, comme des ectoplasmes ou des choses qui me réveillent la nuit, on venait me crier dans les oreilles. Le sentiment que t'as des meubles qui tombent ou qui bougent, or t'as rien qui a bougé dans l'appartement. La robe qui est en train de bouger sur ta commode, alors qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit en train de bouger, parce que toi t'es confortablement en train de lire dans ton lit, et tout d'un coup t'as la manche de ta robe qui est en train de se balancer sur le rebord de la commode. Non, j'ai vécu beaucoup de phénomènes comme ça, et j'ai pris peur, en fait. J'ai pris peur de ce qui se manifestait à moi, de ce que peut-être j'étais en train d'ouvrir aussi, tu vois, comme perception. Mais j'en ai vécu plein. Ah oui. Après, c'est vrai que si t'es très toi-même, comme tu te dis, assez instinctive dans l'empathie, dans l'humain, tu peux aussi être pas un aimant, mais voilà, en tout cas, être un point d'ancrage, on va dire, pour certaines entités. Et c'est vrai que le sommeil, c'est un moment de libération totale, où tu peux avoir des contacts un petit peu plus facilités aussi, Et là, juste si je peux te donner un dernier exemple. Bien sûr. On a parlé de ma grand-mère entre les statuettes et tout à l'heure et l'EHPAD, mais ma grand-mère donc est décédée dans des conditions compliquées, puisque l'établissement était fermé, qu'il a fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir aller à son chevet la veille de son décès sans savoir qu'elle allait mourir. Et en fait, le lendemain, donc on s'est recueillis dans la chambre avec ma mère, mon oncle et ma tante. Et ma grand-mère, comme elle avait le Covid, et que c'était encore les protocoles en 2022, elle allait être mise en bière directement dans la chambre.
Donc, on n'allait pas pouvoir la veiller au funérarium. Et donc, on a demandé à être là jusqu'à la mise en bière. Et donc, on était dans la chambre et on préparait en fait son exposition malgré tout au funé. Et je lui pose la question à ma grand-mère. Je lui dis, est-ce que tu acceptes qu'on mette des photos de toi? Et là, la lampe s'est mise à clignoter et on s'est tous regardés. Et pour nous, c'était évident que c'était elle qui se manifestait. Dans la voiture, on a eu droit à voyage, tu vois. Enfin, il y a eu plein de signes comme ça. Et le matin, moi, quand je suis allée à l'EHPAD, j'ai pris l'autoroute et j'étais derrière un camion qui avait une femme qui était peinte sur l'arrière du camion de dos et c'était marqué Estrella de Noche. Et ma grand-mère était décédée dans la nuit. Donc j'ai eu j'en ai les frissons quand je te dis ça. Tu vois, enfin après, on peut donner l'interprétation qu'on veut aux choses, mais j'ai quand même le sentiment qu'il s'est passé quelque chose et que à sa façon, elle nous a fait, comprendre qu'elle était là ou qu'elle était d'accord ou pas d'accord, tu vois, sur ce qui se passait. Mais oui, mais c'est assez subtil en fait. Mais je crois que quand on arrive à ouvrir les oreilles suffisamment grands et les yeux, on peut voir des choses. Ouais, on peut être connecté. Oui, il n'y a pas d'obligation de toute façon à détecter les signes ou à les interpréter, mais c'est vrai que si tu as cette capacité-là, ils sont là, quoi. Oui, ou à sentir, comme tu as pu le décrire toi aussi, tu vois, une énergie, quelque chose de plombant, enfin de ressentir quelque chose. Ouais. Écoute, merci pour ces témoignages forts. Eh bien, écoute, on a passé un long moment ensemble. C'était vraiment super intéressant. Est-ce que on peut peut-être terminer en parlant de tes projets, tes envies avec Redaxilve et ton podcast aujourd'hui Écrivons demain? Eh bien, écoute, oui. Donc Redaxilve, on va dire que c'est le nom de mon entreprise, donc de rédaction et l'entreprise où je développe le podcast. Pour le moment, tout ça cohabite. Mon envie, elle est de pouvoir déployer pleinement le podcast et donc le professionnaliser en étant aussi rémunéré pour le travail accompli, parce que tu le sais que trop bien, tout le temps qu'on y consacre, pour le moment, il est plutôt bénévole. Oh oui. Donc l'idée, en tout cas, et mon intention, c'est effectivement je le dis, d'en vivre partiellement, voire totalement. Soyons audacieux et rêvons grand. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des partenaires. Donc j'ai aussi créé une cagnotte pour ceux qui le souhaitent de pouvoir donner un petit coup de pouce. Donc pour le moment, je suis toujours dans les activités de rédaction, mais bon, après ce sera aussi au cas par cas en fonction peut-être des besoins et des demandes. Ce qui me plaît bien aussi actuellement, c'est de pouvoir peut-être donner un coup de pouce, tu vois, pour tous ceux que j'ai interviewés par exemple qui ont écrit un livre par exemple, ou ou là je pense à Olivia que je vais interviewer mardi, qui a un refuge et pension pour chiens, et notamment pour des chiens réformés de laboratoire, qui pour moi gagne vraiment à être connue parce qu'elle a une démarche. Ces chiens vivent en liberté et heureux sur 5 hectares. Enfin, j'y suis allée il y a quelques jours, c'est le paradis des chiens. Et c'est vraiment aussi une autre manière, tu vois, de considérer l'animal et de l'accompagner. Et elle aimerait bien pouvoir, tu vois, se faire connaître aussi peut-être de personnalités ou du moins de personnes qui ont un peu plus de notoriété qu'elle en a sur la région, voire sur le territoire. Et je me dis que ça pourrait être aussi, ça pourrait avoir du sens que de trouver le moyen de les aider à avoir plus de visibilité, peut-être en les connectant aussi à des organismes ou des personnalités, ou voilà, pour essayer de les aider aussi à vivre de leur activité, parce que franchement, elle fait un travail extraordinaire, quoi. Enfin, elle a un cœur, elle a un amour inconditionnel pour ses animaux. Enfin, c'est... Oui. Donc j'en suis là. Voilà. Donc, à vous continuer la rédaction dans l'espoir que je puisse quand même pouvoir vivre du podcast plus pleinement. En tout cas, il a, j'ai l'impression, un bon accueil. T'as eu quand même des très beaux témoignages et des très beaux retours globalement. Donc, oui, c'est pour ça que ça va dans conforte, en tout cas peut-être dans l'idée que ce que je fais, ça a du sens. Et ce qui est un peu troublant, pour te dire localement, c'est qu'on me dit « Ah, mais c'est toi le podcast !» Alors c'est très troublant parce que tu ne connais pas la personne. Oui, et on te regarde et on se dit, tu sais, genre, je la connais, je la reconnais, c'est elle, mais toi, tu sais pas qui c'est. Enfin, c'est assez, ou alors, en 10 jours, là, j'ai eu 5 ou 6 demandes pour participer. Enfin, il y a, voilà. En tout cas, je sens qu'il se passe quelque chose, ça, c'est sûr. Et après, il y a aussi de belles synchronicités, de belles rencontres qui font qu'il y a de la fluidité aussi dans le développement. Et je me dis, bah oui, c'est ça, en fait. Donc, il faut se donner les moyens de pouvoir
porter ce projet. Enfin là, je pourrais même imaginer me déplacer davantage, peut-être pour aller à la rencontre d'autres invités. Pourquoi pas créer des événements. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être possibles à moyen et long terme. Donc, t'aurais envie peut-être de sortir un peu du tout. Enfin, t'es pas que local, hein, mais peut-être d'ouvrir un peu plus un peu plus large en fait en termes de scope. Par exemple, j'ai eu 3, 4, 5 invités peut-être qui ne vivent pas dans le coin, donc on a enregistré par visio. Mais dans l'idéal, j'aurais adoré pouvoir me déplacer pour les rencontrer vraiment et pouvoir les interviewer en présentiel, comme on dit. Voilà, aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas possible sur le plan matériel et financier, donc mais ça pourrait être beaucoup plus, parce qu'il se passe d'autres choses quand on se rencontre que quand on est par écran interposé. Bien sûr. Et ouais. Donc oui, j'aimerais beaucoup pouvoir aller à la rencontre d'eux, même si je privilégie quand même les acteurs locaux, mais pas seulement. Mais écoute, on te souhaite vraiment plein de choses, et puis je mettrai tous les liens pour que mes auditeurs puissent te découvrir et aller écouter ton podcast surtout. Donc le nom du podcast, c'est Aujourd'hui, écrivons demain. Donc on le trouve sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube aussi. Tout à fait. Voilà, donc on mettra le lien. Ben, merci infiniment. Ouais. Avec plaisir, j'étais ravie de pouvoir discuter avec toi. C'était vraiment très intéressant.